La nuit est lourde, saturée d'humidité et de panique. Dehors, sur les routes de l'Exode, des milliers de silhouettes traînent des valises, des matelas, des cages à poules, des voitures abandonnées brûlent au bord des fossés. La France se vide, se délite, se défait, et au milieu de ce chaos, dans un bureau mal éclairé de Bordeaux, un homme en costume sombre se penche sur quelques feuilles de papier. Il a le regard fixe, la main tremblante. À peine quelques heures le séparent de l'aube. À peine quelques heures pour décider si un pays de 40 millions d'habitants va continuer la guerre ou baisser les armes. Son nom est Paul Baudouin. Ce n'est ni un général couvert de médailles, ni un tribun charismatique. C'est un banquier, un technocrate. Et pourtant, ce soir-là, c'est lui qui murmure à l'oreille du maréchal Philippe Pétain. Face à lui, dans l'ombre du couloir, un autre homme attend son heure, Pierre Laval. Laval sait que si Baudouin échoue, s'il se trompe d'un mot, d'un geste, le pouvoir changera aussitôt de main. Il est minuit passé. Les bombardiers allemands peuvent revenir à tout moment sur Bordeaux et les décisions doivent être prises avant l'aube, avant que les lignes allemandes n'encerclent définitivement le gouvernement, avant que l'histoire ne s'écrive sans eux. Comment un enfant de la Belle Époque, fils d'une bourgeoisie tranquille, a-t-il pu se retrouver là, au centre d'un des plus grands naufrages de l'histoire de France, avec un compte à rebours qui martèle chaque seconde dans sa tête? Pour comprendre ce moment suspendu, il faut remonter bien plus loin. Revenir à une époque où Paul Baudouin n'était qu'un garçon silencieux, dans un Paris qui croyait encore que tout irait toujours mieux. Paris, 1894. La ville brille sous l'électricité naissante. Les grands boulevards s'illuminent comme une promesse permanente de fête. C'est l'âge d'or des cafés, des journaux, des inventions. Dans un appartement bien tenu, loin du vacarme des halles, naît un enfant qu'on élève avec soin, rigueur et discrétion. Paul. Dans ce foyer bourgeois, on croit à trois choses: Dieu, le travail et la France. Pas ces grands discours flamboyants qu'on entend au Parlement, mais une France de devoirs silencieux et de comptes bien tenus. Très tôt, Paul se passionne moins pour les histoires héroïques que pour les colonnes de chiffres, les tableaux ordonnés, les choses qui s'additionnent et s'équilibrent. Il n'a rien d'un enfant turbulent, on le décrit comme sérieux, réservé, presque trop adulte pour son âge. Autour de lui, Paris vibre, se dispute, s'enflamme pour les scandales, les élections, les duels journalistiques. Mais dans l'univers très cadré où il grandit, quelque chose s'imprime profondément en lui. L'idée qu'un pays, comme une famille ou une entreprise, ne tient debout que si tout est sous contrôle. Les passions, les excès, les improvisations, dangereux, le désordre, intolérable. Et puis, brutalement, la Belle Époque se fracture. En août 1914, les cloches sonnent, les affiches de mobilisation s'affichent sur les murs, les trains se remplissent d'hommes en uniforme bleu, la France entière se met en marche comme un seul corps. Dans la famille Baudouin, aucun doute, il faut servir. Paul a 20 ans. Il va découvrir, comme une génération entière, que l'idée de la guerre n'a rien à voir avec la réalité de la guerre. Les slogans patriotiques, les promesses de retour avant Noël, tout s'effondre dans la boue des tranchées. Les chiffres, les colonnes, les bilans qu'il affectionnait prennent soudain une forme monstrueuse. Des millions de tués, de mutilés, de disparus. On ne sait pas toujours exactement ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu de ces années de feu, mais on sait ce que cette génération a traversé. Des cadavres figés par le froid, les yeux ouverts vers un ciel gris. Des ordres absurdes, des offensives suicidaires, des lignes qui avancent de quelques mètres au prix de milliers de vies. La France sortira victorieuse de cette boucherie, mais ce mot, pour les survivants, a un arrière-goût amer. Dans l'esprit de Paul Baudouin, une conviction se grave au fer rouge. Plus jamais ça. Plus jamais ce chaos. Plus jamais cette improvisation sanglante. Plus jamais ces décisions prises trop tard, trop mal, par des hommes dépassés. Le jeune homme qui revient à la vie civile ne rêve ni de gloire ni de tribune. Il rêve de solidité, de stabilité, de structures qui tiennent bon quand tout vacille. C'est là que la banque entre dans sa vie, non pas comme un simple métier, mais comme une sorte de refuge intellectuel. Les années 1920 s'ouvrent comme une période de reconstruction. La France panse ses plaies, reconstruit ses usines, réorganise ses finances. Paul Baudouin trouve sa place dans ce gigantesque chantier silencieux, celui de l'argent qui circule, des budgets qui se referment et des dettes qu'il faut rembourser.
Il rejoint alors une institution particulière, la Banque de l'Indochine. Un nom discret, mais une puissance colossale. Cette banque est l'un des leviers de la présence française outre-mer. Elle prête, elle finance, elle soutient des entreprises, des colonies, des gouvernements. Si l'armée fait l'empire avec des fusils, la banque le maintient avec des crédits. Dans les salles aux boiseries sombres de la banque, Paul Baudouin apprend le vrai langage du pouvoir, celui des chiffres, des signatures, des lignes de crédit. Il voit comment un gouvernement qui ne tient pas ses comptes est un colosse aux pieds d'argile. Comment une décision prise à Paris peut ruiner une plantation en Asie ou sauver une entreprise au bord du gouffre. Cela lui convient. Ici, pas de grands discours improvisés, pas d'hémicycle bruyant, seulement des décisions froides, des analyses, des risques calculés. Là où d'autres voient des bilans, lui voit des destins collectifs. Des peuples entiers dépendant de taux d'intérêt et de délais de paiement, les années passent et le banquier discret grimpe les échelons. À force de travail méthodique, de dossiers impeccables, de nuits passées sur des rapports, il devient un haut responsable de la Banque de l'Indochine. On vient le consulter, on respecte son jugement. Dans ce milieu fermé des grands financiers, son nom commence à circuler comme celui d'un homme fiable, précis, sérieux. Mais à l'extérieur, le monde change. L'Allemagne humiliée de 1918 se relève dans le fracas des meetings nazis. Les dictatures s'installent, les démocraties vacillent, la crise de 1929 traverse l'Atlantique comme une onde de choc, faisant plier des banques, des États, des empires. La politique, que Baudouin observait de loin, commence peu à peu à percuter son univers. Car il le voit, chiffres à l'appui, des budgets militaires qui gonflent, des déficits qui explosent, des dettes qui étranglent. La France s'enfonce dans une instabilité chronique. Les gouvernements tombent les uns après les autres. Parfois en quelques mois, cette fameuse Troisième République, si fière de ses libertés, lui apparaît de plus en plus comme une machine branlante, incapable de prendre des décisions à temps. Pour lui, c'est un cauchemar. L'improvisation, le retard, l'amateurisme, exactement ce qu'il a vu dans les tranchées, mais transposé aux finances et à la diplomatie. Il lit les journaux, suit les débats, observe les querelles de personnes et chaque fois, il se dit « Si une entreprise était dirigée comme cela, elle ferait faillite dans l'année ». Ce n'est pas encore un homme politique, mais il commence à être un homme d'influence. On l'invite à des commissions, à des réunions, où se croisent ministres, industriels, hauts fonctionnaires, dans ces salons feutrés où l'on discute de crédit, de réarmement, de politique étrangère, un nom revient sans cesse, Pierre Laval. Laval, l'avocat populaire devenu ministre, président du Conseil, homme orchestre du régime. Un virtuose des coulisses, capable de retourner une majorité, de renverser un cabinet, de se recycler d'un camp à l'autre. On raconte ses pirouettes, ses alliances improbables, ses négociations nocturnes. Pour certains, c'est un génie politique. Pour d'autres, un pur opportuniste. Pour Paul Baudouin, c'est une sorte de contre-modèle vivant. Laval incarne tout ce qu'il déteste. La politique comme jeu, comme combination, comme enchaînement de manœuvres personnelles. L'un parle au peuple dans les meetings, jongle avec les partis, se nourrit des crises. L'autre, Baudouin, préfère le silence des bureaux, la rigueur des tableaux, la logique implacable des chiffres. Pourtant, leurs trajectoires vont inexorablement se rapprocher. Et un jour, ces deux hommes au tempérament opposé se retrouveront dans le même couloir, devant la même porte, cherchant à influencer le même vieillard, le maréchal Pétain. Ce sera le cœur de leur affrontement. Mais pour l'instant, Baudouin est encore dans l'ombre, observant, à l'approche des années 1930, puis 1935, 1938, l'horizon s'assombrit. Hitler réoccupe la Rhénanie, annexe l'Autriche, déchire la Tchécoslovaquie. À chaque crise, les marchés vacillent et se reprennent. Mais Baudouin, lui, ne voit pas qu'un cycle économique, il voit une mécanique en marche, une machine de guerre qui se finance, se structure, se prépare. À Munich, en 1938, lorsque la France et le Royaume-Uni abandonnent la Tchécoslovaquie pour sauver la paix, beaucoup poussent un soupir de soulagement. Lui, au fond, ne croit pas à ce répit. Une paix achetée à crédit n'est pas une paix solide. C'est un sursis, comme un emprunt à taux usuraire. Tôt ou tard, il faudra payer. Et puis vient septembre 1939, la guerre, à nouveau. Cette fois, Paul Baudouin n'est plus un jeune homme envoyé au front, mais un homme de 44 ans, installé, reconnu,
Son rôle ne sera pas de monter à l'assaut, mais de comprendre comment un pays va financer une guerre qu'il n'était pas prêt à livrer. Car sur le papier, la France est une grande puissance. Dans les bureaux où l'on additionne les stocks, les réserves, les crédits, ce tableau est déjà moins brillant. C'est dans ces mois d'angoisse que son profil attire l'attention d'un homme politique particulier, Paul Reynaud. Reynaud n'est pas Laval. C'est un homme plus raide, plus intransigeant, obsédé lui aussi par la nécessité de réformer, de moderniser, de ne plus répéter les erreurs de 1914-1918. Il a besoin, à ses côtés, de gens qui comprennent la mécanique financière, qui voient clair au-delà des crises immédiates. Dans cette France qui se prépare mal à la guerre, Reynaud cherche des hommes neufs, compétents, venant du privé, capables de bousculer les habitudes, et dans le petit cercle fermé des grands banquiers, on lui parle de Paul Beaudoin, on lui décrit un technicien rigoureux, un homme qui ne cède pas aux effets de manche, mais qui sait organiser, anticiper, trancher. Quelqu'un qui, justement, n'est pas un professionnel de la politique, la rencontre entre les deux hommes est un tournant. Pour la première fois, Beaudoin passe de l'autre côté du miroir, il ne se contente plus de commenter les décisions des gouvernants. On lui propose d'en prendre, on ne le fait pas entrer par la grande porte des élections, des campagnes, des tribunes. On le fait entrer discrètement par les coulisses, comme un expert, un conseiller qui ne dit pas encore son nom. Au printemps 1940, la situation militaire devient dramatique. Le 10 mai, l'attaque allemande se déchaîne sur les Pays-Bas, la Belgique, le nord de la France. En quelques jours, l'illusion d'une guerre lente et défensive s'effondre. Les colonnes motorisées de la Wehrmacht traversent les lignes, encerclent des armées entières. Le pays découvre, sidéré, ce mot nouveau, la Blitzkrieg. À Paris, la panique monte. Dans les couloirs des ministères, les téléphones sonnent sans cesse. Les cartes se couvrent de flèches rouges. C'est dans ce contexte qu'on appelle officiellement Paul Beaudoin au gouvernement. Il devient sous-secrétaire d'État auprès du président du Conseil, Paul Reynaud. Ce n'est pas encore la lumière crue des affaires étrangères, mais c'est déjà le cœur de la machine gouvernementale. Le banquier, habitué au bilan trimestriel et aux analyses réfléchies, se retrouve plongé dans un univers où tout doit se décider à la minute. La marge d'erreur est infime, le temps un ennemi permanent. Des généraux réclament des renforts qui n'existent pas, des préfets demandent des ordres qu'on n'a pas, des alliés exigent des réponses qu'on ne peut pas donner. La guerre, dans son souvenir, c'était la lenteur des tranchées, l'absurde immobilité. En 1940, c'est l'inverse. Tout va trop vite. Les décisions prises le matin sont déjà obsolètes le soir. Les rapports qui arrivent sont périmés à peine lus. Pour un homme obsédé par la prévision et la maîtrise, c'est un cauchemar absolu. Et pendant que Reynaud, épuisé, lutte pour maintenir un semblant de cohérence au sommet de l'État, d'autres mouvements se jouent dans l'ombre. Le nom de Pierre Laval, à nouveau, circule. Il n'est pas au pouvoir, mais il gravite, il conseille, il intrigue. Certains déjà murmurent que le temps des techniciens, des hommes comme Beaudoin, pourrait vite passer, que dans un pays qui vacille, ce sont les vieux renards de la politique qui reprennent la main. C'est là que le compte à rebours commence réellement pour Paul Beaudoin, car il comprend que la crise n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique, presque personnelle. Chaque jour qui passe rapproche la France de la défaite, et lui, Beaudoin, de ce moment où il devra choisir un camp, continuer la lutte à tout prix au risque d'un effondrement total, ou chercher, comme certains le réclament déjà, un arrêt des combats, un armistice, une paix imposée par le vainqueur. Les semaines de mai et de juin 1940 sont comme une chute au ralenti. Les villes tombent, les armées reculent, le gouvernement recule aussi, physiquement fuyant Paris, puis Orléans, puis Tours, puis Bordeaux. À chaque déplacement, les dossiers s'égarent, les ministres se dispersent, les télégrammes se croisent. Dans ce tumulte, le rôle de Beaudoin grandit. On vient le voir, on lui demande des avis, on le charge de missions délicates, un banquier au milieu d'un champ de ruines. L'image est brutale, mais c'est là que se dessine le tournant de sa vie. Car de toutes les compétences qu'il a accumulées, l'analyse, la prudence, la lucidité devant les chiffres, une question va bientôt balayer tout le reste. Est-il prêt à recommander, à assumer l'idée d'un armistice avec l'Allemagne ? Nous revenons à cette nuit suffocante de juin 1940.
Dans la pièce fermée où il se tient, le brouillard de la cigarette se mêle à la fatigue. Des dossiers sont entassés sur la table, mais la plupart sont déjà dépassés par les événements. Il sait que, dans quelques heures, il devra parler, conseiller, peser de tout son poids sur une décision qui marquera sa trajectoire à jamais. Au loin, derrière ces murs, un autre homme attend. Pierre Laval, encore dans l'ombre, mais prêt à s'engouffrer dans la moindre brèche, dans la moindre hésitation. L'un a passé sa vie à chercher la stabilité, l'équilibre, l'autre a fait carrière dans l'agitation, la manœuvre, le retournement de situation. Et maintenant, ils convergent tous les deux vers le même centre de gravité. Le vieil homme auréolé de Verdun, Philippe Pétain. Le temps, lui, continue de filer. Les bombes peuvent tomber à tout moment. L'état-major parle d'encerclement. Les wagons de réfugiés s'entassent dans les gares. Paul Baudouin le sait. Ce n'est pas seulement la France qui joue sa peau cette nuit-là. C'est aussi son propre destin. S'il se trompe, s'il hésite, s'il manque de clarté, il sera balayé, remplacé, oublié. Dans quelques heures, il ne sera plus seulement l'ancien banquier de la Banque de l'Indochine, il deviendra l'une des voix qui vont préciser ce que la France fait, ou ne fait pas, face à la défaite. Il ignore encore à quel point ce choix l'emportera loin de tout ce qu'il avait imaginé, au cœur d'un régime contesté, sous le regard de son rival Laval, dans la pénombre encombrée de la défaite. Pour l'instant, il se tient là, penché sur ses feuilles, dans un silence oppressant que trouble seulement, parfois, le grondement lointain d'un avion ou le claquement d'une porte dans le couloir. Il regarde l'horloge, les aiguilles avancent, le délai se raccourcit, son existence entière, des salons feutrés de la haute banque jusqu'à cette nuit d'angoisse à Bordeaux, converge vers ce point unique, minuscule, où l'on ne peut plus se cacher derrière les chiffres, le moment où il faut dire oui ou non. La France se fracture, et dans cette fracture, il y a un bruit qu'on n'entend pas sur les routes de l'Exode. Ce n'est pas un bombardement, ce n'est pas un cri, c'est le bruit sec d'un stylo sur le papier, une signature, un geste minuscule, qui va peser plus lourd que des divisions entières. Paul Baudouin lève les yeux de l'horloge, les aiguilles ne tournent pas, elles tombent comme des gouttes de métal. Il n'a pas une semaine, il n'a même pas un jour. Il lui reste, en vérité, une poignée d'heures pour influencer le vieillard de Verdun, avant que d'autres, plus rapides, plus rusés, plus impitoyables, ne prennent la place à côté du maréchal. Et ce d'autre a un nom, un visage, une odeur de couloir parlementaire. Pierre Laval. Dans la nuit de Bordeaux, tout se joue sur une rivalité silencieuse. Laval, l'animal politique, veut l'armistice, mais il veut surtout le pouvoir que l'armistice rendra possible. Baudouin, le banquier devenu gouvernant par accident, veut une sortie ordonnée du désastre et croit encore qu'on peut négocier. Encadrer, amortir la chute, deux hommes, un même centre de gravité, Pétain, et autour d'eux, une France en train de se dissoudre. Le 16 juin 1940, c'est la bascule. Paul Reynaud s'effondre politiquement, la fracture au sommet n'est plus une querelle, c'est une rupture ouverte entre ceux qui veulent continuer la guerre et ceux qui veulent l'arrêter. Dans ce chaos, Baudouin n'est plus un simple sous-secrétaire technique. On le consulte, on l'écoute, on le charge de formuler, de cadrer, de rendre présentable l'impensable. Son langage n'est pas celui des drapeaux, mais celui des conséquences. Pertes, marge, délai, risque maximal. Et son diagnostic, glacé, devient une arme. Quand il dit que l'État se désagrège, que les communications s'effondrent, que l'armée est disloquée, il ne le dit pas pour faire peur. Il le dit parce qu'il le voit comme on voit un bilan rouge. Et soudain, dans un gouvernement aux nerfs à vif, la froideur devient persuasive. Pétain arrive, avec lui le vieux prestige, la promesse d'une autorité qui tiendrait encore quand tout cède. Baudouin comprend immédiatement ce que Laval comprend aussi. Le maréchal est un aimant. Qui sera le plus proche de cet aimant décidera de la forme de l'État, qui naîtra des ruines. Le compte à rebours devient officiel. Demander l'armistice avant que le pays ne se disloque totalement. Ce n'est pas seulement une urgence militaire, c'est une urgence psychologique. L'exode, les rumeurs, les administrations en fuite, les préfectures coupées de Paris. Tout cela crée un vide. Et dans ce vide, le premier qui parle fort impose sa vérité. Baudouin, paradoxalement, ne parle pas fort. Il parle juste. Il propose des phrases qui ressemblent à des parapets, et Pétain, lassé, cherche des parapets.
Le 17 juin, la voix du maréchal traverse les radios. Il faut cesser le combat. Dans les foyers, dans les granges, dans les gares, des Français s'agrippent à ces mots comme à une corde. Beaucoup y entendent le soulagement, d'autres y entendent l'abandon. Baudouin, lui, entend autre chose, le point de non-retour. Car une fois la phrase prononcée, tout s'enchaîne. L'armistice n'est plus une option, c'est un couloir. Et les murs de ce couloir se rapprochent. Quelques jours plus tard, c'est Vichy, une ville d'eau et de repos qui devient, par une torsion presque obscène, la capitale d'un régime né de la défaite. On installe des bureaux dans des hôtels, on transforme des salles de bal en salles de travail, on fait circuler des cartons de dossiers au milieu des valises, la France est un organisme amputé et on prétend lui redonner une colonne vertébrale. Dans cette nouvelle architecture, Baudouin obtient un poste qui le propulse au centre du théâtre, ministre des Affaires étrangères. Un banquier aux affaires étrangères, en 1940, c'est déjà un symbole. On ne cherche pas un poète diplomatique, on cherche un homme qui gère la catastrophe. Mais cette nomination a une autre signification, plus noire. À ce poste, il devient l'un des visages du régime face à l'occupant, et donc une cible, et donc un concurrent direct de Laval, qui rôde, qui influence, qui attend de renverser les équilibres, car Laval ne disparaît pas. Il se colle à l'État comme une ombre à un corps, il n'a pas besoin d'un ministère pour exister. Il a des réseaux, des habitudes, une compréhension instinctive de la faiblesse des autres. Baudouin, lui, a le texte, la procédure, l'idée qu'un cadre juridique peut encore protéger quelque chose, et Laval méprise cette fois. Il sait que, dans un rapport de force, la procédure devient décor. Baudouin, aux affaires étrangères, entre dans un monde où le mot « souveraineté » est devenu une pièce de théâtre. La zone occupée est tenue par la Wehrmacht. La zone dite « libre » dépend en réalité des conditions imposées. Les prisonniers de guerre, par centaines de milliers, sont en Allemagne. Les matières premières manquent. L'économie étouffe. Dans ce contexte, chaque rendez-vous diplomatique ressemble à une scène d'humiliation codifiée. Et pourtant, il y a un twist cruel. Baudouin se croit, au départ, capable de limiter les dégâts par la négociation. Il se dit qu'en se montrant raisonnable, en offrant des garanties, en parlant le langage du réalisme, on peut arracher des concessions. C'est le réflexe du banquier. Quand tout brûle, on renégocie les échéances. On évite la liquidation totale, mais il n'est pas face à des créanciers, il est face à un vainqueur idéologique qui veut plus que des garanties. Il veut transformer. Le temps se resserre de nouveau, non plus des heures avant l'aube, mais des semaines avant que la mécanique du nouveau régime ne se fixe définitivement. Baudouin a une fenêtre, imposer une ligne de prudence, contenir l'enthousiasme collaborateur, maintenir une diplomatie qui se prétend encore française. Et Laval en face a une stratégie simple, prouver que Baudouin est trop timide, trop légaliste, trop lent, qu'il n'est pas l'homme des circonstances. Dans les couloirs, des phrases circulent. Baudouin hésite. Baudouin veut ménager Londres. Baudouin n'obtient rien de Berlin. Chaque rumeur est une petite lame. Et Baudouin, qui vient d'un monde où les attaques sont feutrées, découvre que la politique de crise tue par insinuation. À Londres, De Gaulle parle. À Paris occupé, les autorités allemandes tranchent. À Vichy, on improvise un État. Baudouin se retrouve au carrefour de trois forces qui se détestent. Et plus il tente de tenir une ligne, plus cette ligne ressemble à un fil au-dessus du vide. L'été 1940 devient un laboratoire de décisions irréversibles. On discute de ce que la France peut encore faire, de ce qu'elle peut encore dire, de ce qu'elle doit accepter. Baudouin voit les textes passer, les formules se durcir, les marges se réduire. On ne parle plus seulement d'armistice, on parle d'un ordre nouveau en Europe. Et dans cette phrase, Baudouin entend un avertissement. Laval, lui, entend une opportunité. La rivalité se cristallise autour d'une question empoisonnée. Jusqu'où aller pour obtenir des avantages de l'occupant? Baudouin, fidèle à sa logique, veut du concret. Le retour de prisonniers, des allègements, des garanties. Il veut une comptabilité du compromis. Laval, plus cynique, comprend que l'occupant ne donne pas en échange d'arguments, mais en échange d'alignement. Il pousse donc à un alignement plus net, plus spectaculaire, plus politique. Et à chaque fois que Baudouin demande une contrepartie tangible, il donne à Laval l'occasion de murmurer « Il ne comprend pas le jeu ». Dans ce duel, le maréchal Pétain est à la fois arbitre et enjeu.
Pétain écoute, se lasse, se méfie, se replie dans son instinct. Baudouin croit pouvoir le convaincre par la structure, Laval le convainc par l'urgence et la flatterie du destin. Vous pouvez encore sauver quelque chose si vous frappez vite. Et dans un régime né de la défaite, l'homme qui promet une action rapide a toujours un avantage sur l'homme qui promet une prudence. Les semaines passent et la situation internationale transforme Vichy en piège. Les Britanniques, anciens alliés, deviennent ennemis aux yeux de beaucoup après l'attaque de Mers el-Kébir. Des navires français brûlent, des marins meurent. L'émotion est énorme, la colère est instrumentalisée. Baudouin sent la terre bouger sous ses pieds. Toute nuance devient suspecte, toute réserve devient trahison potentielle. Laval, lui, prospère dans l'atmosphère de revanche blessée, il se pose en interprète de la colère nationale. Il parle au ressentiment, ce carburant qui fait oublier la logique, et là, un nouveau twist. Baudouin, qu'on imagine parfois comme un simple technicien, se retrouve obligé de jouer un rôle presque moral. Il doit décider non seulement d'une tactique, mais d'une limite. Où est la frontière entre composer et se livrer? Ce n'est plus une question d'équilibre financier. C'est une question de visage dans le miroir. Mais le pouvoir, dans Vichy, n'est pas un bloc, c'est une lutte permanente d'influence. Et dans cette lutte, Laval travaille comme un prédateur patient. Il observe les faiblesses, la fatigue de Pétain, les querelles internes, la peur de l'occupant, l'obsession de maintenir l'ordre. Il attend le moment où Baudouin apparaîtra comme un obstacle. Ce moment arrive à l'automne 1940. Les tensions internes se concentrent et l'occupant, de son côté, n'a aucune raison de préférer un ministre qui réclame des garanties. Un homme prêt à offrir de l'adhésion, Baudouin sent que son espace se rétrécit. Il devient l'homme d'hier, celui qui croyait encore à une diplomatie classique. Le régime, lui, glisse vers autre chose. Une collaboration plus assumée, plus idéologique, plus totale. Dans les couloirs, on parle de remaniement, on parle de clarification. Ce mot est terrible. Il signifie qu'on va choisir une direction et que les hésitants seront éjectés. Baudouin comprend que son temps au sommet est compté, non pas parce qu'il a échoué à travailler, mais parce que sa manière même de concevoir l'État n'est plus compatible avec la trajectoire que prennent les événements. La rivalité avec Laval cesse d'être souterraine, elle devient mécanique. À chaque décision, Baudouin doit se demander non seulement ce qui est bon pour la France, mais ce que Laval fera de cette décision contre lui. S'il refuse trop nettement, on dira qu'il est incapable d'obtenir quoi que ce soit. S'il accepte, Laval dira qu'il s'aligne, mais trop tard, sans panache, sans influence. Et donc qu'il faut quelqu'un de plus efficace. C'est un piège à double mâchoire. Et puis la sentence tombe. Baudouin quitte le gouvernement quelques mois après sa nomination. Le poste qu'il a occupé au cœur du cyclone ne lui laisse pas une aura de vainqueur, mais une marque, celle d'avoir été l'un des hommes. Du basculement, de la transition entre la République en fuite et l'État de Vichy en construction. Laval, lui, reviendra plus fort, plus central, comme si la défaite avait été son élément naturel. Baudouin sort du premier cercle, mais il ne sort pas de l'histoire. Il emporte avec lui ce que peu d'hommes osent avouer, l'expérience intime de la faiblesse d'un État en train de s'effondrer et le souvenir concret de cette minute où l'on croit limiter la casse, avant de comprendre que la casse change de nature et devient morale. Il avait cru entrer en politique pour apporter de l'ordre dans le désordre. Il découvre qu'en temps de catastrophe, l'ordre peut devenir un masque et que l'homme le plus dangereux n'est pas toujours celui qui crie le plus fort, mais celui qui sait se glisser, doucement, à la place exacte où la décision se fabrique. Et pendant qu'il s'éloigne des projecteurs, la France, elle, continue de descendre. La machine de Vichy se durcit, l'occupation s'enracine. Les choix deviennent plus tranchants, plus irréparables. Baudouin a perdu la bataille du couloir contre Laval, mais ce qu'il a vu, ce qu'il a compris et ce qu'il a accepté ou refusé va désormais le poursuivre. Longueur du texte, partie 2, 10 560 caractères, espace compris. La guerre, pour lui, ne s'arrête pas avec le dernier coup de canon. Elle s'arrête, un matin, avec un bruit beaucoup plus discret. Le claquement d'une porte de bureau qu'on referme derrière lui, un couloir, une poignée de main glaciale, quelques mots convenus. Et Paul Baudouin n'est plus ministre. Rien n'explose, rien ne s'effondre. Et pourtant,
À cet instant précis, sa vie bascule plus violemment que le 17 juin, plus brutalement que sous les bombes de juin 1940. Il a tenu 4 mois dans le cœur incandescent de Vichy. 4 mois à parler d'armistice, de clauses, de souveraineté mutilée. 4 mois à se heurter, jour après jour, à la logique vorace de Pierre Laval. Et maintenant, Laval est toujours là, plus fort, plus nécessaire que jamais aux yeux de l'occupant, tandis que Baudouin, lui, descend, les marches du pouvoir, un dossier sous le bras, comme un banquier qu'on renvoie à ses chiffres. Il n'y a pas de musique dramatique dans les couloirs ce jour-là, juste le bruit des semelles, des téléphones, des machines à écrire. Mais dans la tête de Baudouin, il y a autre chose, une phrase qui se répète comme un verdict qu'il se prononce à lui-même. Tu as cru pouvoir contrôler? Tu as juste accompagné. Dehors, la France vit au rythme de l'occupation, les drapeaux à croix gammées flottent sur les bâtiments publics, des colonnes de prisonniers continuent de filer vers l'Allemagne. Dans les gares, des familles attendent des nouvelles d'un fils, d'un mari, d'un père qui ne reviendra peut-être jamais. Et lui, l'ancien ministre des Affaires étrangères, redevient ce qu'il était avant, un banquier de la haute finance, un homme de dossiers, de bilans, de chiffres. Il retourne à la Banque de l'Indochine, comme si l'on pouvait revenir en arrière. Mais on ne revient pas en arrière quand on a été, quelques mois plus tôt, l'homme qui rédige, qui transmet, qui accompagne l'appel à l'armistice. Ce passé, c'est une ombre collée à sa veste sombre. On ne la voit pas sur le registre des comptes, mais on la devine dans les regards, dans les silences trop longs, dans les phrases qui s'interrompent à son entrée. La Banque de l'Indochine, c'est un autre monde, en apparence. Des cartes de l'Asie sur les murs, des chiffres sur les flux de caoutchouc, de riz, d'étain, des rapports sur Saïgon, Hanoï, Haïphong, alors même que l'Empire vacille, pris en étau entre Vichy, Londres, Tokyo et bientôt Washington. Dans ce décor, Baudouin retrouve ses réflexes d'avant. Calculer, anticiper, amortir. Mais quelque chose a changé en profondeur. Les affaires ne sont plus neutres. Chaque décision bancaire s'inscrit dans un système politique où Vichy obéit, compose, cède. Un dossier arrive sur son bureau. Des ressources à déplacer, des capitaux à protéger, des correspondants à rassurer. Le geste est le même qu'avant-guerre. On lit, on annote, on signe. Mais derrière, le paysage a changé. Les navires sont menacés par les sous-marins, les télégrammes mettent des jours à parvenir. Les autorités japonaises s'intéressent de plus en plus à l'Indochine française et, au-dessus de tout, plane la figure de Laval, qui façonne depuis Vichy une collaboration plus nette, plus assumée, plus totale. Car pendant que Baudouin se replie dans la discrétion de la banque, Laval, lui, grimpe. Il revient, triomphant, au centre du pouvoir. Il devient, en 1942, le véritable chef du gouvernement de Vichy. Là où Baudouin avait plaidé pour la prudence, Laval revendique l'alignement. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », lâche-t-il. Un jour, devant les micros, cette phrase, Baudouin l'entend comme un coup porté à ce qu'il avait tenté de préserver. L'idée que la France pouvait, même vaincue, est restée autre chose qu'un simple auxiliaire. Le contraste est violent. D'un côté, le banquier retiré qui se persuade que son retrait est une forme de résistance passive, une manière de ne pas cautionner l'engrenage. De l'autre, le politicien carnassier qui parle au nom de la France, qui négocie la livraison de travailleurs au Reich, qui laisse la machine antisémite se déployer et, à chaque nouvelle décision de Laval, le rôle de Baudouin en 1940 se charge d'un sens supplémentaire. Ce qui, dans son esprit, était un moindre mal initial, apparaît de plus en plus comme la première marche d'un escalier qui descend vers l'abîme. Les années passent, lourdes, collantes. 1941, 1942, 1943. Dans les journaux contrôlés, on glorifie l'ordre nouveau. Dans les cafés, les voix se baissent quand on prononce certains noms. Dans les campagnes, les réfractaires au STO se cachent dans les granges, dans les greniers, parfois à quelques mètres seulement des gendarmes venus les chercher. Et dans les salons feutrés où circulent les administrateurs, les banquiers et les hauts fonctionnaires, on parle bas de Stalingrad, d'El Alamein, du débarquement à venir. Le vent tourne, lentement mais sûrement. Baudouin suit ces nouvelles avec l'œil de l'ancien ministre et l'angoisse de l'accusé potentiel. Car il le sait, si l'Allemagne perd, si Vichy s'effondre, si la France se relève, on demandera des comptes. Les noms surgiront, les visages reviendront.
Et le sien sera là, au milieu des autres, associé à ces journées de juin et juillet 1940, à ces réunions où l'on a fait basculer le pays d'une république à un État autoritaire. Il commence à écrire. Pas encore un livre, pas encore des mémoires. Des notes, des fragments, des dates, des citations recopiées de mémoire. Une manière de se préparer, sans se l'avouer, à un futur procès. Chaque page est un double exercice, se rappeler et se justifier. Là, j'ai voulu l'imiter, là, j'ai refusé, là, j'ai mis une condition. Mais derrière ces nuances, il y a la réalité brute. Il était là, il a signé, il a cautionné. Le temps devient de nouveau un compte à rebours, non plus vers l'armistice, mais vers l'inévitable bascule qui viendra avec la défaite allemande, à mesure que les armées du Reich reculent, que les bombardements alliés se rapprochent, que la résistance devient plus visible, le temps qu'il lui reste pour définir son rôle se rétrécit. Il ne s'agit plus de sauver la France, cette fois, il s'agit de se sauver lui, ou au moins de sauver son propre récit. L'été 1944 arrive. Les Alliés débarquent en Normandie, puis en Provence, les maquis se lèvent, les sabotages se multiplient. À la radio de Londres, les messages se font plus précis, plus audacieux. À Vichy, c'est la fin de partie. Laval s'accroche, tente des manœuvres impossibles, se réfugie dans un gouvernement fantôme. Dans les rues de Paris, on commence à tracer des croix de Lorraine sur les murs, à préparer les armes cachées. La libération n'est plus une hypothèse, c'est une question de semaines, de jours, parfois d'heures. Et Paul Baudouin, lui, sait qu'avec la libération vient son propre jugement. Une nouvelle fois, les aiguilles de l'horloge tombent, comme des gouttes de métal. Il ne lui reste plus 10 ans, ni 10 mois. Il lui reste peut-être quelques semaines pour rassembler les témoignages, retrouver des lettres, préparer sa défense, avant que la France libérée ne se retourne pour demander « Qui a fait quoi et quand ?» Les premiers jours de l'épuration sont brutaux. On tond des femmes sur les places publiques. On fusille sur des murs criblés de balles. Des foules hurlent des noms qu'elles ne connaissaient pas 3 ans plus tôt. Le pays meurtri cherche une catharsis. Il lui faut des coupables, des visages, des explications. Dans ce climat, la nuance n'a plus de place. L'homme qui a tenté de limiter la casse et celui qui a plongé avec enthousiasme dans la collaboration sont, au départ, jetés dans la même catégorie, vichiste. La police vient le chercher. Pas un soir de conspirateur, mais un matin presque ordinaire. On frappe à la porte, on présente un mandat, on l'emmène. La scène est rapide, presque banale. Mais pour lui, chaque détail reste gravé. Le couloir, la voiture, le premier claquement de verrou derrière lequel se referme sa liberté. Il entre dans l'univers des prévenus de haute trahison, cellules surpeuplées, regards méfiants, chuchotements dans les couloirs. Parmi eux, d'anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des journalistes, des militaires, ceux qui, hier, signaient des arrêtés et donnaient des ordres, attendent maintenant qu'on les appelle par un numéro, qu'on leur permette une visite, qu'on les mène devant les juges. La rivalité change de visage, mais elle ne disparaît pas. Laval n'est plus son concurrent pour influencer Pétain. Laval devient son miroir monstrueux dans le box des accusés. Ce que Baudouin n'a pas fait, il le projette sur Laval. Ce que Laval incarne, la collaboration déclarée, revendiquée, devient l'argument central de Baudouin. Regardez, moi, je n'étais pas lui. Je n'ai pas souhaité la victoire de l'Allemagne. Je n'ai pas construit la collaboration d'État. Mais cette ligne de défense est fragile, car en face, on peut répondre « sans toi, sans les hommes du début, sans l'armistice ». Résumé, expliqué, mise en forme, Laval aurait-il pu aller aussi loin ? Les interrogatoires s'enchaînent. Des heures face aux juges, à la haute cour de justice, à des magistrats convaincus que la nation doit se purifier pour se reconstruire. On lui lit des documents, on lui montre des télégrammes, on lui rappelle des dates. Le 17 juin, le 22 juin, la réunion de conseil. Votre rôle exact dans la demande d'armistice, vos échanges avec Pétain, vos relations. Avec Laval. Chaque question est un morceau de 1940 qu'on lui renvoie, dépouillé de la complexité du moment, réduit à une ligne sur un procès verbal, Baudouin tente d'expliquer. Il parle de chaos, de routes encombrées, d'unités disloquées, de ministres dépassés. Il insiste sur l'idée d'éviter la guerre civile, de préserver une administration, de garder un État, même diminué. Il prononce des mots comme nécessité, contrainte, moindre mal. Mais en face, d'autres mots s'imposent. Abandon,
renoncement, complicité de fait. Ce qu'il présentait comme des calculs lucides, l'Histoire en marche les regarde comme des fautes originelles. Il sait qu'il joue contre le temps, encore une fois. Chaque séance rapproche le moment crucial, celui où la Cour se retirera pour délibérer. Il ne s'agit plus de quelques heures avant le message de Pétain à la radio, comme en juin 1940. Il s'agit, cette fois, de quelques heures avant qu'un verdict ne fixe, pour longtemps, son nom dans une catégorie traître, collaborateur, ou bien homme égaré dans une tempête qu'il n'a pas su refuser. Autour de lui, les destins se tranchent. Certains anciens dignitaires de Vichy sont condamnés à mort. On fusille sur un fort, tôt le matin, face à un peloton aligné, les yeux fixés sur le cœur. D'autres écopent de travaux forcés, de peines de prison, d'indignité nationale. Ils perdent le droit de voter, d'enseigner, de diriger, d'exercer un mandat. Laval, lui, finira face au peloton, défiant, jusqu'à la dernière minute. Baudouin voit bien que le spectre de Laval pèse sur tous les jugements. Plus la figure du grand collaborateur est noire, plus la tentation existe de nuancer le sort de ceux qui, comme lui, ont quitté la scène plus tôt. Mais la justice, cette justice-là, ne fonctionne pas comme une simple balance comptable. Elle obéit aussi à un besoin de symbole. Le jour du verdict arrive. Dans la salle, l'air est épais, chargé de regards, de murmures retenus. On l'appelle, il se lève. Il ne s'agit plus d'un débat, plus d'un interrogatoire. C'est une phrase, lue à haute voix, qui va décider en quelques secondes de son avenir. On prononce les mots qu'il redoutait et qu'il attendait à la fois: culpabilité, condamnation, peine, prison, indignité nationale. La sentence ne le tue pas, mais elle l'arrache à ce qu'il croyait être un homme d'ordre, un homme de responsabilité. Désormais, il est officiellement ce que la France Nouvelle dit de lui qu'il est. Quand il regagne sa cellule, après l'annonce, il n'y a pas de grande scène, pas de larmes spectaculaires, pas de cris. Juste un homme de 50 ans qui s'assied sur une paillasse et qui regarde un mur nu. Dans ce silence-là, il prend une décision qui, pour une fois, ne concerne ni un budget, ni un traité, ni un conseil des ministres. Il décide de raconter, non plus pour convaincre un maréchal ou un juge, mais pour tenter de reprendre mot par mot la minute exacte où sa vie et celle de la France ont bifurqué. Il demande du papier, un crayon. On lui donne, parce que même les condamnés ont le droit d'écrire. Et sur ces feuilles de prison commencent à se dessiner les premières lignes de ce qui deviendra, plus tard, son grand plaidoyer écrit. Le récit de ses 9 mois au gouvernement, sa version des faits, sa tentative désespérée de remettre du sens là où l'histoire officielle risque de ne laisser qu'un verdict. Dans la lumière blafarde de la cellule, il retrouve paradoxalement un peu du pouvoir qu'il a perdu. Non pas le pouvoir de décider pour un pays, mais le pouvoir de choisir les mots, de fixer des nuances, de poser des questions auxquelles personne ne répondra peut-être jamais, complètement. Qu'aurait-il fallu faire ce 16 juin 1940? Qu'est-ce qu'on sauve, vraiment, quand on sauve l'État au prix de son âme? Et jusqu'où un homme peut-il se réfugier derrière le mot « nécessité » sans se perdre lui-même? Dehors, la France se reconstruit, se modernise, se projette déjà vers d'autres crises. Baudouin, lui, entame une autre bataille, plus souterraine, plus intime, la bataille pour son propre récit. Et dans cette bataille-là, son adversaire n'est plus seulement Laval, ni les juges de la Libération. Son adversaire, désormais, c'est le temps qui efface, le temps qui simplifie, le temps qui transforme les acteurs complexes en silhouettes en noir et blanc. Il lui reste quelques années, quelques livres, quelques rencontres pour éviter de devenir seulement l'homme de l'armistice. Le compte à rebours recommence. Mais cette fois, il ne se lit pas sur une horloge de ministère. Il se lit dans un miroir. Ce qui le sauve, dans un premier temps, ce n'est ni un avocat brillant, ni la clémence d'un président, ni une grâce arrachée à la dernière minute. Ce qui le sauve, c'est un objet dérisoire, presque ridicule face au peloton d'exécution et aux tribunaux d'exception. Un crayon, un papier qui gratte une feuille, dans une cellule mal éclairée. Tandis que certains de ses anciens collègues finissent face au mur, lui se cramponne à ses pages comme à une planche de bois dans un océan noir. On a tranché, prison, indignité nationale. La République l'a jugé indigne, mais lui se donne encore un droit, celui de s'expliquer, et dans ce combat-là, il sait qu'il joue une dernière fois contre le temps, et contre son éternel rival, Laval, dont le spectre continue.
de peser sur chaque ligne qu'il écrit. Les jours de prison s'installent, gris, répétitifs. Réveil brutal, bruit de clés, distribution d'une nourriture tiède. Une cour de promenade ceinte de murs trop hauts, le même ciel découpé en rectangles. Il observe les autres détenus. Certains marchent en rond, la tête basse, d'autres discutent à voix basse, rejouant pour la 100e fois leur propre procès. Dans ce microcosme carcéral, les hiérarchies d'avant-guerre se sont effondrées. Un ancien ministre attend le courrier avec la même impatience qu'un petit fonctionnaire compromis. Un journaliste, un policier, un dénonciateur. Les titres n'ont plus cours. Les dates, en revanche, brûlent encore. 1939, 1940, 1942. Chacun porte une année comme on porte une cicatrice. Baudouin, lui, s'astreint à une discipline qu'il connaît bien, celle du travail. Il se fixe des horaires d'écriture comme autrefois des horaires de réunion. Le matin, il reconstitue le fil des événements. Les conseils de ministres, les audiences avec Pétain, les débats sur l'armistice. L'après-midi, il relit, rature, ajoute des précisions, des nuances, des toutefois, des en réalité, des il faut comprendre que. Ce n'est plus un rapport de banque, ce n'est pas encore un livre, c'est un champ de bataille. Parce qu'à chaque phrase, il affronte deux ennemis invisibles. La version officielle qui se met en place dehors, gaulliste, tranchée, sans appel, et cette petite voix intérieure qui lui murmure qu'au fond, il cherche autant à se convaincre lui-même qu'à convaincre les autres. Parfois, une rumeur traverse la prison, se propage de cellule en cellule, de bouche en bouche. Un jour, elle prend un nom, Laval. On parle de son procès, de ses tirades, de sa dernière arrogance. On raconte qu'il s'est défendu jusqu'au bout, qu'il a crié à la comédie politique, qu'il a refusé le bandeau. Quand la nouvelle de son exécution arrive, ce n'est pas un bruit de détonation que Baudouin entend, mais un silence. Ce silence lourd qui suit la fin d'un rival, l'homme dont il avait tenté de contenir l'ascension, l'homme qui symbolise désormais la collaboration dans ce qu'elle a de plus assumé. Un n'est plus là pour parler? Il laisse derrière lui un vide et une ombre immense. Cette ombre, Baudouin le comprend immédiatement, va servir d'étalon. Plus Laval apparaît noir, plus ceux qui, comme lui, se situent en amont de cette trajectoire tenteront de paraître moins coupables. Mais l'argument est à double tranchant. Sans le premier pas, y a-t-il un dernier? Les années de détention s'étirent, la France change de visage. Les ruines se rebâtissent, les industries se relancent. De nouveaux ministres apparaissent, issus de la résistance, du gaullisme, du socialisme renaissant. On parle de planification, de modernisation, de reconstruction. De sa cellule, Baudouin entend des bribes de ce monde qui repart. Un gardien qui commente une décision de De Gaulle, un journal abandonné, une conversation saisie à la volée, la 80e République s'installe. Avec ses fragilités, ses coalitions instables, ses crises à répétition. Dans ce tumulte politique, sa propre histoire se fige. Il est l'homme d'un moment, celui de 1940, alors que le pays tout entier regarde déjà devant. Puis vient, un jour, la nouvelle qu'il n'attendait plus tout à fait et qu'il redoutait pourtant. Sa peine est aménagée. Remise, calcul de durée de détention, changement de climat politique. On lui annonce qu'il va sortir. Il ne marche pas vers la liberté ce jour-là comme un héros tragique, enfin lavé de toute faute. Il sort comme un homme à qui l'on rend un corps mais pas un nom. L'indignité nationale continue de peser sur lui. Il n'a plus le droit de voter, de se présenter, d'occuper certaines fonctions. Aux yeux de la France officielle, il reste marqué. Mais il respire un air qui n'est plus celui de la prison. Et ce simple fait, déjà, est un bouleversement. Le choc de la France retrouvée est brutal. Les rues se sont remplies d'autobus neufs, de voitures qui n'ont pas connu la pénurie, de vitrines où s'affichent des produits de consommation inconnue avant-guerre. Les enfants rient sans comprendre que l'homme qui passe près d'eux a, un jour, participé aux décisions les plus graves de l'histoire du pays. Personne ne le reconnaît vraiment. Son visage n'est pas celui que les journaux ont placardé en une avec fureur. Ce n'est pas un Laval, un Darnan, un Pétain. Baudouin, dans la mémoire collective, est déjà une silhouette floue, un nom de bas de page, une note dans un rapport. Cette invisibilité presque totale est à la fois une bénédiction et une blessure. Il retrouve prudemment le monde de la finance. Pas les grands salons où l'on décide de la politique coloniale de la France,
pas les réunions où l'on parle d'Indochine ou de Chine, en traçant des flèches sur des cartes. Ce temps-là est fini. D'ailleurs, l'Indochine est entrée en guerre. Le Viet Minh affronte la France dans la jungle. Le pouvoir colonial vacille. La Banque de l'Indochine elle-même évolue dans un paysage bouleversé, où les anciennes certitudes impériales se dissolvent. Baudouin y trouve quelques fonctions, des mandats, des conseils, des activités discrètes. On ne le met pas en avant, mais on utilise encore son savoir-faire, ses compétences, son réseau. Il est revenu à ses chiffres, mais jamais une colonne de bilan, plus désormais, n'échappera à cette question qui rôde derrière son épaule. Et si tout ce qu'il entreprend dorénavant n'était qu'une tentative de compensation de ce qu'il a laissé faire en 1940? Parallèlement, il reprend ses manuscrits, la prison lui a donné le squelette, la liberté lui offre la possibilité d'ajouter la chair. Il relit les notes griffonnées derrière les barreaux, les complète par des documents retrouvés, des lettres, des souvenirs recoupés. Il contacte d'anciens collègues, d'anciens diplomates, des témoins de seconde zone qui, souvent, acceptent de le voir en cachette, de peur que l'on interprète mal cette fréquentation. Il reconstitue des dialogues, des atmosphères, des mouvements de troupes, des hésitations de ministres. Chaque page devient un morceau de décor replacé sur la scène de 1940. Mais derrière cette précision documentaire, il y a une urgence plus intime. Il vieillit. Le temps ne lui a jamais laissé de répit, ni en juin 1940, ni devant la haute cour, ni maintenant, alors que son cœur lui rappelle régulièrement qu'il n'est plus un jeune sous-secrétaire d'État. Il sait que d'autres ont déjà pris la parole. De Gaulle, bien sûr, dont les mémoires en cours de rédaction imposent une version puissante, charismatique, quasi épique de la France libre. Des résistants publient leurs récits, des déportés leurs témoignages. Des historiens commencent à fixer les grandes lignes de ce que l'on appellera bientôt l'année 40. Dans cette bibliothèque qui se construit, où se placer? Baudouin ne peut pas se prétendre résistant, ni victime, ni même simple témoin passif. Il est, par la force des choses, du côté des vaincus de l'histoire. Son livre, il le sait, ne sera pas une fresque héroïque. Ce sera au mieux un plaidoyer, au pire, une pièce à conviction supplémentaire. Quand, à la fin des années 40, son ouvrage paraît enfin, le titre sonne comme un aveu et une tentative d'encadrement, 9 mois au gouvernement. 9 mois, pas un jour de plus. Comme si, dès la couverture, il voulait circonscrire la faute possible, enfermer sa responsabilité dans un cadre temporel précis. Du 16 juin 1940 au 13 février 1941, et rien au-delà. Dans ces pages, il déroule sa version. Le chaos de l'exode, la panique des ministres, l'impossibilité de continuer la guerre en métropole, la nécessité de sauvegarder un État, même amputé, même humilié. Il insiste sur ses tentatives pour limiter l'emprise de l'occupant, ses désaccords avec Laval, ses efforts pour conserver au maréchal Pétain une marge de manœuvre. La réception du livre est à l'image du personnage, ni triomphale, ni totalement ignorée. Des critiques y voient un texte utile, riche en documents. En éclairage sur les coulisses de Vichy, d'autres dénoncent une entreprise de justification, un habillage intellectuel d'une reddition morale. Certains historiens s'y plongent avec attention, notent les détails, comparent avec d'autres témoignages, relèvent les contradictions. Pour le grand public, toutefois, le nom de Paul Baudouin ne devient pas un sujet de débat. Il reste associé à un moment que l'on préfère, dans la France des 30 glorieuses naissantes, tenir à distance. La défaite, l'armistice, la collaboration. La nation, tournée vers la croissance, le confort, les congés payés et les réfrigérateurs, n'a pas envie de s'attarder sur ces pages grises. Ce relatif silence est, pour lui, une nouvelle forme de sentence. Il avait imaginé son livre comme une voix dans le grand concert des mémoires de guerre. Il découvre qu'il n'est qu'un instrument. Secondaire, audible seulement des spécialistes, il continue pourtant à écrire, à annoter, à répondre à quelques chercheurs, à quelques journalistes qui, parfois, osent franchir le pas et lui demander un entretien. Il reçoit ses visiteurs dans un appartement qui n'a rien de flamboyant. Bibliothèque serrée, bureau couvert de papier, rideaux tirés à moitié. La conversation commence toujours de la même façon. « Expliquez-moi juin 1940 ». Et immanquablement, il doit revenir à ces journées qui ont déjà été disséquées 1000 fois, mais dont chaque nuance, chaque inflexion
peut encore modifier la perception que l'on aura de lui. Pendant ce temps, la France affronte de nouveaux drames. L'Indochine bascule, Dien Bien Phu scelle la fin d'un monde que la Banque de l'Indochine avait contribué à structurer. L'Algérie s'embrase, la 4e République s'effondre. De Gaulle revient au pouvoir, une nouvelle constitution est adoptée. Des Français naissent dans un pays où Vichy n'est déjà plus qu'un chapitre de manuel scolaire, quelques cartes noires et blancs projetées sur un écran dans une salle de classe. Pour eux, le nom de Paul Baudouin ne signifie rien. Pour d'autres, il n'est que cela. L'homme de l'armistice, la figure du technicien qui a choisi de gérer la défaite plutôt que de la refuser jusqu'au bout. Cette réduction le hante. Il sait que toute vie est, tôt ou tard, résumée à quelques mots, quelques dates, quelques adjectifs. Pour certains, ce sera résistant, déporté, héros. Pour lui, le risque est de n'être qu'un code, une fonction, une étiquette collée à jamais sur son front. Vichiste modéré, collaborateur de circonstance, banquier devenu ministre de la débâcle. Pour lutter contre cette simplification, il n'a plus ni tribune, ni micro, ni pupitre de ministre. Il n'a que ses feuilles, ses réponses à des questionnaires, ses corrections griffonnées en marge d'épreuve, ses marginalia dans les livres d'histoire qu'il lit avec une attention mêlée d'angoisse. Sa santé décline peu à peu, les années 50 s'achèvent, les premières rides profondes marquent son visage, les douleurs s'installent dans son dos, dans sa poitrine. Chaque malaise, chaque visite chez le médecin lui rappelle que le compte à rebours, une fois encore, s'accélère, mais ce n'est plus le temps d'une décision politique ou d'un verdict judiciaire, c'est le temps biologique, irrévocable. Il mesure, avec une lucidité parfois cruelle, ce qu'il laissera derrière lui. Quelques livres, des archives, des souvenirs dispersés, dans la mémoire de rares contemporains. Et, surtout, cette question qui ne sera jamais tranchée complètement. A-t-il été un homme prudent dans une situation impossible? Ou un homme qui a cédé trop vite, trop tôt? Il meurt le 10 février 1964, presque sans bruit, dans une France qui regarde déjà ailleurs. La télévision s'est imposée, les grands débats portent sur l'Europe, sur la bombe atomique, sur la décolonisation, sur la société de consommation. Les journaux annoncent sa disparition en quelques lignes, au milieu d'autres nouvelles. Pour certains anciens, son nom réveille fugitivement une image, celle d'un visage discret à côté de Pétain, d'une signature au bas, d'un document, d'une voix posée parlant d'armistice, puis la page se tourne. Aucun cortège officiel, aucun discours solennel, aucune grande cérémonie ne vient marquer son départ. Il s'éteint comme il avait été écarté du pouvoir, dans un mélange de silence, de gêne et d'oubli progressif. Et pourtant, son histoire ne disparaît pas complètement. Elle survit là où il avait mis tous ses espoirs dans les dernières années, dans les livres, dans les archives, dans les dossiers des historiens. Des chercheurs, années après sa mort, reviendront à ses mémoires, à ses lettres, aux procès-verbaux de la haute cour. Ils compareront, recouperont, corrigeront. Ils replaceront son rôle dans la mécanique complexe de juin 1940, entre l'effondrement militaire, les hésitations politiques, les pressions allemandes, les divisions internes. Ils ne le blanchiront pas, ils ne le condamneront pas davantage, ils tenteront de comprendre ce qui, pour un homme hanté par la simplification et le verdict, est peut-être la seule forme de justice posthume possible, car, au fond, c'est là que se joue sa véritable rivalité, celle qui dépasse Laval, De Gaulle et tous les autres acteurs de son temps. Son adversaire final, c'est la tentation si humaine de réduire l'histoire à des ombres nettes, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Lui se tient dans cette zone grise, inconfortable, où se mêlent la peur, le calcul, la responsabilité, la lâcheté, la volonté de sauver. Quelque chose, mais quoi exactement? Il n'a pas su, pas pu, pas voulu se tenir hors de cette zone. Il a essayé, tardivement, d'en dessiner les contours, d'en expliquer les contraintes, d'en justifier les choix, le reste ne lui appartient plus. Le reste appartient à ce tribunal plus vaste, plus impitoyable et plus changeant que tous ceux qu'il a connus. Celui du temps, qui continue encore aujourd'hui à juger le banquier devenu pendant 9 mois l'un des hommes les plus puissants et les plus contestés de France.